Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le respect du calendrier académique est fondamental pour garantir la qualité de la formation. Déclaration du président de la République. Bassirou Diomaye Faye a présidé le lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur. Fin de la présence permanente de l'armée française au Sénégal. Ce retrait marque la fin d'une présence historique qui date de 1960 et une nouvelle ère s'ouvre dans la coopération entre les deux pays. Perturbation du paysage judiciaire, l'entente Sudjust-UNTJ exprime ses préoccupations face aux récentes déclarations publiques du président du Haut Conseil du dialogue social concernant la grève en cours. S'exprimant sur la prorogation des délibérés à cause de la grève, les syndicalistes dégagent leurs responsabilités. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Mais d'abord, allons à Louga où des candidats au BFM ont été interpellés pour tricherie et détention d'épreuves corrigées. 18 candidats exactement au total arrêtés à Louga pour tricherie et détention illégale de corrigés d'épreuves. Les documents retrouvés sur les candidats laissent penser à une fuite organisée selon les informations de l'agence presse sénégalaise. C'est un surveillant qui a surpris un candidat en possession de correction complète des épreuves de mathématiques, physique, chimie et d'histoire, géographie. Nous y reviendrons. À la une de l'actualité, le Sénégal s'engage dans une refondation en profondeur de son système universitaire. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé ce jeudi l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le chef de l'État a profité de la rencontre pour annoncer bientôt la mise en œuvre du plan d'urgence sur les infrastructures universitaires. Voici le président de la République. En effet, l'université sénégalaise est traversée par de multiples problématiques qu'elle se doit de résoudre. Je peux citer les infrastructures, le nombre d'étudiants, la problématique des curricula, le financement, la digitalisation, j'en passe. Mesdames, Messieurs, le monde universitaire doit saisir l'enjeu de ces mutations du monde de la connaissance, de la recherche et de l'innovation pour construire une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes des savoirs. L'université doit être repensée, refondée, réinventée. Elle doit répondre à nos aspirations, soutenir le développement national et s'inscrire pleinement dans l'agenda national de transformation systémique. Cette transformation doit toucher tous les niveaux, universités, écoles, instituts, UFR, écoles doctorales, laboratoires de recherche, départements et centres d'incubation. Elle exige des réflexions épistémologiques nouvelles, audacieuses et originales, mais accompagnées par une volonté politique forte. La solennité de l'événement d'aujourd'hui nous commande d'aborder les défis majeurs auxquels notre système d'enseignement supérieur est confronté et qui nécessitent des solutions durables. L'instabilité du calendrier universitaire coûte annuellement à l'État du Sénégal 40 milliards de francs CFA. Pour le président de la République, le respect du calendrier académique est fondamental pour garantir la qualité de la formation. Dans l'actualité également, fin de la présence permanente de l'armée française au Sénégal. Ce retrait marque une nouvelle ère de coopération entre la France et le Sénégal. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Le drapeau sénégalais flottant seul au congèle de Ouakam ce 17 juillet marque une page historique, celle de la fin officielle de la présence militaire française au Sénégal. Dans une cérémonie solennelle, le général Mbaye Cissé, chef d'état-major des armées sénégalaises, a annoncé la restitution de toutes les emprises occupées jusque-là par les forces françaises. Les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Anne, l'escale aérienne de Dias, la cité résidentielle de la Pointe, les installations navales du camp Proté,
le centre d'émission de Rufisque et le camp GEL où nous nous trouvons ce matin ont été remis aux armées sénégalaises. Un format de partenariat rénové entre le Sénégal et la France est désormais préconisé. Un général renforcer l'autonomie de l'armée sénégalaise, a-t-il déclaré. Ce format de partenariat s'inscrit dans la nouvelle doctrine sénégalaise de coopération en matière de défense et de sécurité, qui vise avant tout à consolider l'autonomie des forces armées sénégalaises tout en contribuant à la paix dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Présent à la cérémonie, le général Pascal Lani, commandant des forces françaises en Afrique, a souligné pour sa part l'importance de revoir les fondements de la coopération sécuritaire. Le transfert du camp GEL aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'évolution du partenariat entre nos deux armées. Elle répond à la volonté des autorités sénégalaises de ne plus avoir de forces permanentes étrangères présentes sur leur territoire. Ce changement est nécessaire. Nous devons réinventer nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe par une vraie transformation de notre approche à l'égard des pays africains et de nos partenaires africains. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de bases permanentes pour cela. Après plus de 2 siècles de présence continue, l'armée française tourne donc définitivement la page au pays de la Teranga. Une nouvelle ère s'ouvre, marquée par une volonté commune de bâtir une coopération militaire équilibrée au service de la sécurité et de la souveraineté. Merci Fatima. Dans l'actualité également, la renégociation effective du contrat du projet de financement, de construction, d'exploitation et de maintenance de l'usine de dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte. Le contrat signé avec Aqua Power, la société je vais y revenir, la société de l'Arabie Saoudite, excusez-moi, comme vous le voyez sur ces images, le contrat signé avec Aqua Power a été renégocié avec succès sous la conduite du président Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs avantages pour le Sénégal ont été obtenus selon un communiqué. Perturbation du paysage judiciaire, l'entente Sudjus-UNTJ exprime ses préoccupations face aux récentes déclarations du président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, concernant la grève en cours. S'exprimant sur la prorogation des délibérés à cause de la grève, les syndicalistes dégagent leurs responsabilités. Suivez Mamadou Dioufilé, le porte-parole de l'entente Sudjus-UNTJ. Préciser que le juge est le maître de ces dossiers. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation qui fait que le juge est tenu systématiquement de proroger ses délibérés quand il y a une grève. Ça, je tiens à le préciser. Chaque jour, il y a des juges au niveau des tribunaux. Par exemple, il y a des délibérés qui sont vidés et nous sommes en pleine grève. Cela dépend naturellement de la volonté du juge. Comment un juge qui a tenu son audience malgré la grève des greffiers, il a jugé un dossier. Donc, si on juge un dossier sans greffier professionnel, naturellement, on peut le vider sans greffier professionnel. Donc, je pense que c'est un argument qui n'est pas solide. Ça dépend juste de la volonté du juge. C'est vrai que derrière, il y a l'obstacle de l'appel, parce que s'il y a appel, le problème de l'enrôlement de l'appel va se poser. Mais rien n'empêche au juge de vider les délibérés qui concernent ces acteurs politiques. Donc c'est une question de volonté, ça n'a rien à voir avec la grève des travailleurs de la justice. La société civile est dans son rôle, mais aussi la société civile doit savoir que exercer un droit constitutionnel ne peut en aucun cas être un abus. Alors maintenant, à Kaolack, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a procédé à l'inauguration des centres d'état civil dans la commune de Kaolack, Fass, Barigo et Guinguinéo. C'est dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne. Ousmane Dem. Dans un endroit chargé d'histoire que la République vient de poser un acte majeur. Notre saga notamment est un livre de mémoire, de dignité, de personnes culturelles, sérieuses et des descendants de Médane. Ce quartier a également vu accueillir Serigne Bassirou Mbacké, père
l'intérieur de l'actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il s'agit de l'inauguration d'un centre d'état civil. Je suis particulièrement honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour l'inauguration du centre secondaire d'état civil de Norom. Cette infrastructure moderne est ambitieuse, constitue une étape majeure dans notre engagement collectif pour un état civil universel. Depuis 2020, l'Union européenne accompagne le Sénégal dans la mise en œuvre de ce programme pour permettre à chacune et chacun d'entre vous de pouvoir faire valoir ses droits, d'accéder à des services essentiels et de participer pleinement à la vie de la nation. La digitalisation, une dimension qui tient à cœur le ministre de l'Urbanisme. Je tiens à insister sur cette dimension. Pendant trop longtemps, les registres d'état civil ont été tenus manuellement, entraînant des risques d'erreur de perte, des lenteurs ou d'inefficacité. Aujourd'hui, grâce au programme NECAL, nous passons à une gestion informatisée de l'état civil. Plusieurs acteurs ont concouru à la réalisation de ce projet. Ce bâtiment incarne la transformation digitale du service public, tel que souhaité par les plus hautes autorités de l'État. Tout comme la commune de Kaolack, les communes de Fass-Barigo et de Guinguinéo ont également reçu les clés de leur nouveau centre d'état civil. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, forme les membres des conseils d'administration. Ils seront mieux outillés pour jouer pleinement leur rôle. Objectif, éviter les erreurs et les retards dans la réalisation des projets. Moustapha Dité, directeur général de l'ARCOP, avec Mamouna Ndiaye. L'objectif, c'est d'assurer une meilleure réalisation des projets publics. Parce qu'on a l'habitude de le dire, la procédure qui est décrite par le Code des marchés publics n'a que pour vocation de faciliter la réalisation des projets. Donc si aujourd'hui les membres du conseil, en tout cas des conseils d'administration des entités publiques, en comprennent le sens, ça leur permettra de jouer de la façon la plus efficace possible ce travail de contrôle, de pilotage et de gestion des procédures de la commande publique. Donc finalement pour nous, c'est un prétexte qui permet de donner les outils de contrôle et de gestion des procédures qui gouvernent la réalisation des projets publics au Sénégal. Parlons environnement, allons dans le sud. Au moins 7000 hectares de mangroves sont en cours de reboisement dans les deltas du Saloum et de la Casamance. Cette vaste campagne nationale est en cours depuis 2021. Actuellement, plus de 5000 hectares sont déjà reboisés. Suivons à ce propos les explications d'un des responsables de ce programme au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mordiang. C'est un projet de reboisement de mangroves qui a été initié depuis 2022 et qui vise à reboiser 7000 hectares de mangroves dans le delta du Saloum et le delta de la Casamance en vue de générer des crédits carbone et participer à ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national du Sénégal. C'est dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Depuis maintenant 3 ans de campagne de reboisement, nous avons pu, avec beaucoup de satisfaction et aussi de succès, réaliser 5600 hectares de reboisement, et parmi lesquels, avec les études aussi qu'on a eu à faire, les suivis que nous avons réalisés, nous avons un taux de réussite qui est au-delà de 75%. Cette année, l'objectif c'est de faire au moins 2000 hectares. Et donc l'objectif à terme du projet sera atteint, soit 7000. Et les années qui suivront, ça servira maintenant à procéder à des opérations de regarni. Parce que c'est une campagne, c'est des opérations de reboisement. Partout où on a reboisé, il y a dans des sites où le taux de mortalité est assez élevé, est supérieur à 50%. Il faudra procéder maintenant à des opérations de regarni et de replantation. Autour des tirailleurs sénégalais 14-18, mémoire locale, mémoire globale, un ouvrage fruit d'une collaboration inédite entre une équipe sénégalaise et une équipe française. Ce livre met en lumière l'engagement et la contribution cruciale des tirailleurs sénégalais durant la Grande Guerre. Mor Ndao, membre de l'équipe sénégalaise, nous en dit plus au micro de Alassane Ba.
Il s'agissait pour l'équipe sénégalaise de partir, disons, de figures invisibilisées, inconnues ou méconnues par l'historiographie, et de montrer leur impact, leur engagement et leur contribution dans la Grande Guerre, dans la guerre 14-18. On a parlé de Djumakor Faye, Babou Diop, mais surtout les tirailleurs religieux. Les tirailleurs religieux qui ont été intégrés, incorporés dans l'armée coloniale, et cela pose des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un chef religieux à enrôler leur propre fils dans l'armée coloniale? Et quel était le but? Quel était l'objectif de cette démarche? On a essayé de documenter à travers, disons, des témoignages, des enquêtes de terrain, recoupées aussi avec des documents écrits pour reconstruire et réécrire cette histoire souvent invisibilisée. Il s'agissait en quelque sorte d'un combat contre l'oubli. Parce qu'au plus profond de l'oubli, ces gens se sont engagés dans les différents théâtres d'opération pour, de manière significative, contribuer à la défense du monde libre, à l'émergence de la démocratie et à la défense aussi de la liberté. Les Navétanes pourront se jouer dans les 3 mois comme décidé par l'État après les assises sur le mouvement, mais il faut prendre en compte la disponibilité des stades pour les compétitions. Voyons tout cela avec Pape Faraning. Appliquer décision yi nga xam ne moom lañ jël ci assises yi ñu doon wax ci wàllu nawetaan te nguur gi def ko loolu mun naa nekk ñu jouer match yëpp ci 3 mois yi bu dee amul benn cas de force majeure bu ñu appliquer les décisions lors des assises sur les navétanes par l'État du Sénégal sont possibles et jouer à temps tous les matchs en 3 mois sauf un cas de force majeure, estime le président de l'ONCAV. Ça, on est convenu en cela, il y a une bonne planification. Et je pense que c'est le moment quand même de remercier nos répondants, que ce soit les paysans d'Orecab, les paysans d'Orcab, de Zone. Ils ont fait une très bonne planification, je touche du bois. En tout cas, ce qui se décide, n'est-ce pas, sauf cas de force majeure, nous avons la possibilité de démarrer le 15 et de terminer. Maintenant, s'il y a des faits majeurs, nous avons instruit à nos répondants d'aller parler à qui le droit. Si c'est au niveau départemental, vous parlez au préfet. Si c'est au niveau régional, vous parlez au gouverneur. Pensons que les infrastructures sportives doivent avaler, parce que si on veut être compétitif dans tous les domaines, il faut nécessairement qu'il y ait des infrastructures. Au-delà des infrastructures, le mouvement est confronté souvent à des scènes de violence. Sur ce fléau, des mesures ont été prises depuis longtemps. Notre devise, c'est une citoyenneté active au service du développement. On ne peut pas être cela, vouloir cela, et vouloir travailler dans la violence. La violence, on lutte contre la violence sous toutes ses formes, d'où elle vient. Et quiconque a été distingué dans des faits de violence, que ce soit une personne ou une entité, a été suspendu. Alors, donc ce que nous souhaitons, c'est de faire une saison de navétane sans violence. Les gens sont assez mûrs pour pouvoir organiser sans qu'il y ait aucun cas de violence. Parce que quand il y a des faits de violence, ça ne fait que prolonger le calendrier. Le patron du mouvement des navétanes dévoile un budget de plus de 200 millions pour l'organisation des phases nationales. Quand on dit 201 millions, les gens vont dire c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais nous avons 32 équipes seniors à prendre en charge. On a 27 équipes cadettes. Le théâtre, on n'en a pas parlé. La sécurité aussi, c'est nous qui le prenons ça en charge. Beaucoup d'innovations ont été notées cette année lors du tirage au sort des phases nationales. 3 régions vont abriter la compétition dans la Verte Casamance du 13 au 30 août 2025. En foot, l'AS Jaraaf ne nourrit aucun complexe de supériorité en vue de la Coupe du Sénégal ce dimanche contre Génération Foot. Pour le directeur sportif Cher Sidiba, une finale se gagne sur le terrain. Nous voici avec Cher Sadibou Diarra. On va y aller avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une finale c'est toujours de 50-50, et que on fera notre maximum pour essayer de faire une saison exceptionnelle,
essayer de faire une saison exceptionnelle, c'est-à-dire réaliser le doublé, parce que c'est très rare une équipe Boydis dans sa carrière pour réaliser le doublé dans les compétitions de son pays. Nous, on a cette chance cette année, on va faire tout notre maximum pour essayer d'aller chercher cette coupe, pour vraiment terminer cette saison de la meilleure des manières, parce qu'on peut dire que c'est une saison déjà réussie, parce qu'on est arrivé double phase de poule, coupe CAF, gagner championnat. Je pense que déjà on a fait le plus gros du chemin. Maintenant il reste juste de finir en beauté dimanche Inch'Allah pour avoir la série sur le... Abdellah Diouf et Issa Sy retenus parmi les arbitres du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 en août prochain. CHAN 2026 en août prochain. Les 16 combattants du Sénégal au prochain championnat d'Afrique de karaté. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadi Boudjara. Parrain de la Coupe du Sénégal de basketball, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de la Fédération sénégalaise de basketball. Une réception dans le cadre de la cérémonie de remise symbolique du trophée de la Coupe du Sénégal. Une occasion saisie par El Malick Ndiaye pour réaffirmer son engagement résolu en faveur du développement du sport sénégalais, en particulier du basketball, dont la popularité et les performances ne cessent de croître. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué aussi de souligner le rôle essentiel du sport en tant que vecteur de cohésion sociale, d'éducation citoyenne et de valorisation des talents de la jeunesse. La finale chez les dames va opposer l'ASC Ville de Dakar au Dakar Université Club ce samedi. Chez les hommes, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis va croiser l'ASC Ville de Dakar dimanche. En attendant, la Fédération sénégalaise de karaté a dévoilé la liste des lions sélectionnés pour les besoins des championnats d'Afrique 2025 du 25 au 27 juillet prochain à Abuja, au Nigeria. Les 4 entraîneurs, en leur tête Fodé Ndao, ont pris 16 combattants divisés en catégories cadettes, juniors et seniors, qui vont participer à la compétition continentale, soit en kata, soit en comité. Passons au football avec la Ligue sénégalaise de football professionnel qui dévoile les grandes dates de la saison 2025-2026 de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ces championnats vont débuter le 11 octobre 2025 pour terminer le 6 juin 2026. L'instance précise avoir pris cette décision pour anticiper toute perturbation que peuvent amener la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026. La Confédération africaine a, elle, dévoilé la liste des 70 arbitres retenus pour les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2024 du 2 au 30 août prochain. 2 arbitres sénégalais y figurent, Aldabert Diouf comme arbitre central et Issa Sy comme officiel de la vidéo arbitrage. Terminons avec de l'athlétisme. La Kenyane Ruth Chepngetich, qui détient le record du monde du marathon avec un chrono de 2 heures 9 minutes 56 secondes, est provisoirement suspendue par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour dopage. C'est à la suite d'un contrôle positif à l'HCTZ, un diurétique présent dans un échantillon prélevé le 14 mars 2025. Elle encourt une suspension de 2 ans. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pencho. A tout de suite.